Depuis mes 18 ans, je versais un loyer à mes parents. 300 € par mois, juste pour exister. Je ne me suis jamais plainte, sans jamais rien réclamer. Et puis un jour, ils m'ont demandé 25 000 €. Je me suis éclipsé en plein dîner de famille. Dimanche après-midi, je contemple les rayures sur la table de la cuisine de mes parents, traçant du doigt un sillon particulièrement profond que je me souviens avoir fait quand j'avais 12 ans. Le bois est chaud et familier sous mon doigt, usé et poli par des années de dîners de famille, de devoirs et de conversations inconfortables, exactement comme celle-ci. 25 000 €. La totalité. La voix de maman tranche le silence de la pièce. Elle est assise juste en face de moi, le dos raide contre sa chaise, ses yeux fixés sur mon visage avec une intensité qui me noue l'estomac. Sophie se tient derrière elle, les bras croisés sur la poitrine, arborant ce que j'ai appris à reconnaître comme son expression de grande sœur inquiète, celle qu'elle répète devant le miroir quand elle pense que personne ne la regarde. Papa fixe ses mains jointes, son alliance brillant d'un éclat terne dans la lumière de l'après-midi qui filtre par la fenêtre de la cuisine. Il ne me regarde pas. Il ne l'a pas fait depuis que j'ai franchi la porte il y a 30 minutes pour ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. Mon cœur bat contre mes côtes alors que je réalise. Ce n'est pas une réunion. C'est un guet-apens. C'est un projet familial, continue maman, sa voix prenant cet enthousiasme répété qu'elle utilise quand elle essaie de vendre quelque chose. Une véritable opportunité qui pourrait tout changer pour nous tous. Sophie hoche la tête, comme prévu. On planifie ça depuis des mois, Chloé. Et on s'est dit, ce ne serait pas bien d'inclure enfin ma petite sœur? Elle sourit, montrant un peu trop ses dents. Tu dis toujours que tu veux être plus impliqué dans les décisions familiales. J'avale difficilement, essayant de comprendre ce qu'il me demande. L'argent dont il parle, il m'a fallu 5 ans de double journée de travail et de budget serré pour l'économiser. 5 ans à dire non aux vacances, aux nouveaux vêtements, même au dîner avec des collègues. Donc, je fournis tout l'argent, dis-je lentement. Et vous? Vous vous occupez de tout le reste? Maman agite la main d'un air dédaigneux. Nous avons les contacts, l'expérience des affaires. Toi, tu as toujours été meilleur pour. Eh bien, suivre les instructions. Elle rit légèrement, comme si elle me faisait un compliment. Et j'obtiendrai. Un pourcentage, intervient Sophie. Évidemment plus petit que le nôtre, puisque c'est nous qui faisons tout le travail, mais quand même. La menace implicite pèse lourdement dans l'air entre nous, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je sens le poids de leurs attentes m'oppresser la poitrine, rendant ma respiration difficile. Mais en dessous, autre chose s'agite, quelque chose qui n'était pas là il y a un mois. Il y a un mois, avant la visite inattendue de tante Marguerite. Je me souviens être dans la minuscule cuisine de mon appartement, à faire la vaisselle pendant que tante Marguerite l'essuyait. Sa voix était tombée à un murmure, même si nous étions seuls. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur la raison pour laquelle ta mère t'appelle l'erreur. Le souvenir de ces mots me brûle la poitrine. Comment maman se préparait pour sa grande percée professionnelle quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi? Comment elle a imputé ses échecs professionnels ultérieurs au fait d'avoir dû retourner travailler précipitamment? Comment je suis devenu l'incarnation vivante de son ressentiment? Toute ta vie, avait dit tante Marguerite en essuyant une assiette avec des mouvements lents et prudents, elle t'a fait payer pour quelque chose qui n'a jamais été de ta faute. Je reviens au moment présent, consciente que mon silence inhabituel a créé une nouvelle tension dans la pièce. Normalement, j'aurais hoché la tête, acquiescé, promis d'aider comme je le pouvais. Mais aujourd'hui, je reste simplement assise, sans accepter ni refuser. Vous auriez besoin de l'argent quand, je demande doucement. Maman et Sophie échangent un regard, un bref éclair de victoire passant entre elles. Elles pensent m'avoir eu. Comme toujours. Dans 3 semaines, dit maman en attrapant son téléphone. Je peux te donner les informations du compte tout de suite. Seul papa semble remarquer que quelque chose a changé. Il lève brièvement les yeux, son regard croisant le mien pour la première fois depuis mon arrivée. J'y vois une lueur de quelque chose. De la tristesse? De la reconnaissance? Quoi que ce soit, cela disparaît aussi vite que c'est apparu. Alors qu'il se remet à étudier ses mains, j'acquiesce lentement, pour gagner du temps. Je vais devoir vérifier mes comptes, dis-je, surprise de la fermeté de ma voix. M'assurer que tout est accessible. De nouveau, Sophie sourit triomphalement à maman. Tu vois? Je t'avais dit qu'elle comprendrait.
La famille d'abord. N'est-ce pas, Chloé? La famille d'abord. Combien de fois ont-ils utilisé ces mots pour vider mon compte en banque? Pour consumer mes week-ends? Pour justifier chaque sacrifice qu'ils ont exigé? Mais alors que je suis assise à cette table familière, sentant le poids de leurs attentes, je réalise que quelque chose a changé en moi. L'argent qu'ils veulent représente plus que des euros. C'est ma liberté. Mon avenir. La vie que j'ai eu trop peur de revendiquer. Et pour la première fois, je ne suis pas sûr d'être prête à y renoncer. 2 jours plus tard, un mardi, dans mon appartement, le souvenir de mon 18e anniversaire refait surface alors que je suis assise à ma table de cuisine, fixant le carnet de chèques en équilibre précaire sur mon genou. L'écran de mon téléphone s'illumine avec le dernier SMS de maman, « N'oublie pas ta contribution ce mois-ci. Le loyer est du vendredi. » Ce jour-là, au lieu d'un gâteau d'anniversaire, maman avait fait glisser une facture manuscrite sur la table de la cuisine. « Maintenant que tu es une adulte, » avait-elle dit, ses lèvres esquissant ce qui passait pour un sourire, « il est temps que tu contribues aux dépenses du ménage. » Papa avait examiné sa tasse de café pendant que Sophie ricanait derrière son livre. J'avais fixé le chiffre, 250 €, presque la moitié de mon salaire à temps partiel au supermarché. Quand j'avais demandé si cela signifiait que je pouvais sauter mes gardes du week-end pour aider à la boutique défaillante de maman, son regard s'était durci. Si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions pas été ruinés financièrement en premier lieu. 10 ans plus tard, cette contribution est passée à 350 € par mois, sans compter les urgences qui semblent survenir chaque fois que mon compte en banque montre des signes de bonne santé. Les clés de mon appartement teintent contre le stratifié usé de ma table de cuisine. L'endroit est minuscule, un garage aménagé que je partage avec une étudiante infirmière que je vois à peine. Le trajet pour aller au travail prend 1 heure dans chaque sens, mais le loyer est assez bas pour que je puisse économiser un peu chaque mois, même après les paiements à maman. J'ouvre mon journal intime. La page est douce à force d'être manipulée. 10 ans d'entrée relatent le même schéma. L'excitation quand mon salaire arrive, les calculs de ce que je peux mettre de côté, puis l'inévitable appel ou SMS de maman réclamant de l'argent pour une crise quelconque. 4 mars. Première augmentation au travail. 175 € de plus par mois. Peut-être que je peux enfin économiser pour une voiture correcte. 7 mars. Maman a appelé. Sophie a besoin de soins dentaires. Adieu mon fonds pour la voiture. 15 août. 5 ans d'économie. 25 000 € mis de côté. Personne ne le sait à part moi. La dernière entrée me serre la poitrine de fierté et de peur. 5 ans de double journée au poste administratif que j'ai eu la chance de décrocher après mon BTS. 5 ans de travail le week-end au relais des routiers, à servir le petit déjeuner aux camionneurs et aux familles locales. 5 ans à dire je n'ai pas les moyens aux invitations des collègues, à calculer le coût de chaque article d'épicerie, à raccommoder les vêtements au lieu de les remplacer. 5 ans de tromperie prudente, laissant maman croire que je tire le diable par la queue. Mon téléphone s'allume avec un autre SMS, de Sophie cette fois, maman dit que tu fais des histoires pour la contribution mensuelle. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je pose le téléphone sans répondre. Sophie a appris très tôt à s'aligner sur maman. L'enfant chéri portait le nom de notre grand-mère, tandis que j'avais été négligemment nommé d'après la ville du Colorado où maman avait accouché prématurément lors d'un voyage d'affaires. On n'arrivait pas à penser à autre chose, avait expliqué maman quand je l'avais interrogée sur mon nom enfant, on était trop stressé par les factures médicales, avec l'ajout tacite, les factures médicales que tu as causées. Le téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Un SMS rare. Ta mère est contrariée. Tu peux juste envoyer l'argent? Je ferme les yeux, me souvenant des innombrables fois où papa a été témoin des exigences financières de maman sans intervenir. Sa faiblesse et sa propre forme de cruauté. Chloé? Tu es là. La voix de mon voisin, Julien, traverse la porte fine, suivie d'un léger coup. Je range le journal avant d'ouvrir. Julien est là avec une assiette de biscuits, d'où s'échappe encore de la vapeur. J'en ai fait trop, dit-il avec un haussement d'épaule qui ne cache pas tout à fait son inquiétude. Il a remarqué les cernes sous mes yeux, les heures supplémentaires. Merci. Je prends l'assiette, frappé à nouveau par l'étrangeté d'une gentillesse authentique, sans contrepartie. La famille de Julien l'appelle tous les dimanches, mais juste pour prendre des nouvelles, pas pour exiger de l'argent ou des faveurs.
J'ai entendu ces conversations chaleureuses à travers notre mur mitoyen, si différentes des négociations tendues qui constituent mes communications familiales. Ça va, demande-t-il, s'attardant sur le pas de la porte. Tu as l'air fatigué. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est Diane du bureau, la femme plus âgée qui m'a formé à mes débuts et qui me traite maintenant avec une sollicitude maternelle qui me semble encore étrangère. Je dois prendre cet appel, dis-je à Julien. Il hoche la tête et part avec un petit signe de la main. Chloé ? C'est Diane. Sa voix porte sa chaleur habituelle. J'ai remarqué que tu travaillais encore pendant le déjeuner. J'espère que tu vas bien. Tu n'as pas l'air bien du tout. Quelque chose se coince dans ma gorge. Ces petites gentillesses, les biscuits de Julien, l'inquiétude de Diane, soulignent la différence frappante entre la façon dont ma famille me traite et celle du reste du monde. Je pense aux 25 000 € qui dorment sur mon compte d'épargne. Cet argent représente plus que des euros. C'est 5 ans de sacrifice, oui, mais aussi 5 ans d'espoir. L'espoir de quelque chose de plus que ce cycle sans fin d'obligations et de culpabilité. La dernière demande de maman pour la totalité de la somme ne concerne pas seulement l'argent, mais le contrôle. Pour me garder attaché au rôle de bouc émissaire familial. Mon journal est posé sur la table, rempli d'années d'entrées qui documentent mon érosion progressive. Mais la page la plus récente reste vierge, attendant un nouveau chapitre. Pour la première fois, j'envisage d'écrire quelque chose de différent. Le lendemain, mercredi, je fais glisser ma demande de congé sur le bureau de Diane, en retenant mon souffle. Ma supérieure lève les yeux de son ordinateur, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Un jour de congé personnel ? Tu n'en as pas pris depuis. Elle tapote sur son clavier, les sourcils haussés. 2 ans ? Mon Dieu, Chloé. Je sais. Je tripote la manche de mon gilet. C'est d'accord ? Je ne demanderai pas si. Prends en 2. Diane signe le formulaire avec assurance. Rendez-vous chez le médecin. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, sans tout à fait la regarder dans les yeux. Quoi que ce soit, j'espère que ça t'apportera un peu de paix. Elle me rend le formulaire approuvé, son expression s'adoucissant. On dirait que tu en as bien besoin. La paix ? Quel concept étranger. Plus tard dans la journée, j'étais assise à la bibliothèque municipale, à 3 villes de là, penchée sur un ordinateur emprunté. Aucun membre de ma famille ne penserait à me chercher ici. Les néons bourdonnent au-dessus de ma tête alors que je recherche méthodiquement des appartements à Brest, une ville à près de 600 km et plusieurs régions de tout ce que j'ai toujours connu. Quelque chose d'inhabituel bat dans ma poitrine alors que je parcours les annonces. De l'espoir, peut-être. Ou de la terreur déguisée en excitation. Je note les coordonnées de 3 propriétés dans mon budget. La prise de conscience que je peux me permettre mon propre logement, un vrai logement, pas la chambre exiguë que je partage avec une autre femme, me semble encore une révélation. 5 ans de double journée de travail et de refus de chaque petit luxe ont constitué un pécule que ma famille dévorerait en un instant si je les laissais faire. Pas cette fois. Le lendemain, jeudi, je me suis glissé au Crédit Mutuel, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball empruntée à Julien, mon voisin. À l'intérieur, une jeune banquière nommée Tessa m'aide à ouvrir un compte avec ma carte d'identité et un chèque de banque pour la moitié de mes économies. Aucun membre de la famille en cotitulaire. Aucun accès partagé. Juste à moi. Votre signature ici est différente de celle sur votre carte d'identité, commente Tessa en me rendant les papiers. J'y travaille, dis-je, et je réalise que c'est vrai à plus d'un titre. Ce week-end, pendant que maman entraîne papa et Sophie à la baby shower de tante Jeanne, j'utilise ma clé d'urgence pour entrer dans leur maison. Je ne leur ai toujours pas envoyé d'argent pour le loyer. L'odeur familière des bougies au gardénia de maman m'enveloppe comme une accusation alors que je monte au grenier. Ma gorge se serre quand j'aperçois le bac en plastique bleu délavé étiqueté document Chloé de l'écriture soignée de papa. À l'intérieur se trouve la trace écrite de mon existence. Acte de naissance. Carte de sécurité sociale. Carnet de vaccination. Diplôme du baccalauréat. Je les avais demandés des dizaines de fois au fil des ans. Ils sont plus en sécurité ici, insistait toujours maman. Tu ne ferais que les perdre. Je serre le dossier contre ma poitrine, surprise de sa légèreté, l'archive officielle de mes 28 années sur Terre pesant moins qu'un sandwich. Ce soir-là, je me suis assise sur un banc de parc avec un carnet à spirale,
regardant les canards glisser sur l'étang. Le soleil réchauffe mon visage alors que je commence une liste intitulée « Choses auxquelles j'ai survécu ». Mon stylo se déplace régulièrement sur la page. La froideur de maman. La cruauté de Sophie. Le silence de papa. Le drainage constant de mon compte en banque. Les rappels subtils que je n'étais pas désiré. Les rappels moins subtils que je leur devais pour le désagrément de mon existence. Quand j'arrive en bas de la page, je fixe le dernier élément, être appelé une erreur toute ma vie. Je déchire la page et la plie soigneusement dans mon portefeuille. Quoi qu'il arrive ensuite, j'ai déjà enduré le pire qu'il pouvait me faire. La pensée s'installe dans ma poitrine comme une pierre, solide et étrangement réconfortante. Je ne suis pas une erreur, je murmure au canard. L'un d'eux cancane en retour, et je me surprends à sourire, à vraiment sourire pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. Le dîner du dimanche arrive avec son défilé habituel de commentaires passifs-agressifs et de silences chargés. Je prends ma place habituelle à la table de la cuisine, la même table où ils m'ont prise en embuscade avec leurs demandes pour mes économies. Maman sert un rôti de bœuf, sa spécialité, réservée aux occasions où elle veut quelque chose. Alors, dit-elle en coupant la viande avec une précision chirurgicale, as-tu pris une décision concernant notre projet familial? Je prends une petite bouchée, mâchant lentement. J'y réfléchis encore. Sophie ricane. Qui a-t-il à considérer? C'est une évidence. J'aimerais voir le business plan, dis-je, surprise de la fermeté de ma voix. L'analyse de marché, les rendements prévus, ce genre de choses. Le couteau de maman claque contre son assiette. On n'a pas besoin de toute cette paperasse. C'est la famille, pas une affaire d'entreprise. En fait, intervient Sophie en se penchant en avant, on pensait qu'on pourrait simplifier les choses. On pourrait devenir signataire sur tes comptes, juste pour aider à tout gérer plus efficacement. Papa se racle la gorge. Peut-être qu'on devrait laisser à Chloé le temps d'y réfléchir. Elle a eu tout le temps, rétorque maman. L'opportunité n'attendra pas éternellement. Je pose ma fourchette. Quelle est exactement cette opportunité, précisément? Le silence qui suit confirme ce que je savais déjà. Il n'y a pas de business plan, pas d'opportunité d'investissement, juste une autre tentative de vider mes ressources. Nous sommes encore en train de finaliser les détails, dit finalement Sophie, la voix tendue. Je vois. Je prends une autre bouchée, sentant quelque chose de nouveau monter en moi. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus calme, de plus stable. La certitude que je suis déjà parti. Le lendemain, lundi, Diane m'appelle dans son bureau. Mon cœur se serre, certaine que quelqu'un a découvert mes plans. J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle à la place, en faisant glisser un dossier sur son bureau. La mutation que tu avais demandée? Brest a un poste disponible à partir du mois prochain. J'ai fait une recommandation. Je la regarde, sans voix. Ne sois pas si surprise, dit-elle en souriant. Tu es l'une de nos meilleures. Ils auront de la chance de t'avoir. Merci, ai-je réussi à dire. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu enverras une carte postale, et que tu arrêteras de laisser les gens profiter de ta gentillesse. Ce soir-là, Julien m'aide à trier mes maigres possessions dans notre appartement commun. Je peux conduire tes affaires quand tu seras prête, propose-t-il, pliant un pull avec un soin surprenant. Mon groupe a un concert à Nantes ce week-end-là de toute façon. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, sourit-il. Mais les amis aident les amis à échapper aux situations toxiques. Amis. Le mot semble peu familier mais bienvenu. Dans ma chambre, je sélectionne soigneusement quelques souvenirs qui valent la peine d'être emportés. La collection de dés à coudre de grand-mère Moreau. L'aquarelle que j'ai peinte au lycée et qui a remporté la 3e place à la foire départementale. Et la boule à neige que papa m'a rapportée de son unique voyage d'affaires à Strasbourg. Tout le reste, le fatras accumulé d'une vie passée à essayer d'être invisible, je le trie dans des sacs pour le donner. Sur mon ordinateur portable, je signe le contrat de location pour un studio minuscule mais ensoleillé à Brest, avec effet immédiat. Le propriétaire a semblé confus quand j'ai offert 3 mois de loyer d'avance, mais j'ai besoin de la sécurité de savoir qu'il est à moi, qu'il m'attend. La même nuit, j'ai acheté un billet d'avion aller simple pour le jour de la réunion d'affaires de ma famille. Au moment où je clique sur « Confirmer », tante Marguerite appelle. « Tu es sûr de toi ?» demande-t-elle, sa voix crépitant au bout du fil.
Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je ne leur dirai pas où tu es parti, promet-elle. Mais ils finiront par le découvrir. D'ici là, je serai assez forte pour y faire face. Je raccroche et ouvre mon placard, où un petit sac cadeau est prêt. À l'intérieur se trouve une écharpe en soie bordeaux, pas bleu marine que j'ai achetée avec mon premier salaire, ainsi qu'une lettre scellée expliquant tout ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. Certains adieux sont mieux laissés sur le papier. Une semaine plus tard, samedi soir, je suis arrivé chez mes parents avec un petit sac cadeau pendant au bout de mes doigts. L'écharpe en soie à l'intérieur a coûté l'équivalent de 3 jours de repas, mais certaines choses valent le sacrifice. Mon cœur martèle mes côtes alors que je monte sur le porche familier. Derrière cette porte attend la famille qui m'a façonné, ou plutôt, déformé en la personne que j'ai été pendant 28 ans. La personne que je laisse derrière moi ce soir. Sophie ouvre la porte avant que je puisse frapper, ses yeux se plissant en voyant le sac cadeau. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle, bloquant l'entrée. « Juste un petit quelque chose, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je peux entrer ? Elle m'étudie un instant de trop, comme si elle essayait de décoder quelque chose dans mon expression. Ce qu'elle voit ne doit pas l'alarmer car elle s'écarte avec un haussement d'épaule. Maman est d'une de ses humeurs, murmure-t-elle alors que je passe. Dans la salle à manger, maman s'affaire avec la nappe pendant que papa place silencieusement les couverts à côté de chaque assiette. La normalité de la scène brise presque ma résolution. Presque. La voilà, dit maman sans lever les yeux. Tu es en retard. La circulation, je mens, bien que je sois resté assise dans ma voiture au coin de la rue pendant 20 minutes, à pratiquer ma respiration. Le dîner se traîne dans des conversations douloureusement banales. La prothèse de hanche de Madame Petit. Les prévisions météo. La nouvelle promotion de Sophie. Je hoche la tête et souris au bon moment, pendant que mon sac cadeau repose à côté de ma chaise, attendant. Bon, dit enfin maman, repoussant son assiette avec un soupir impatient. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous ? Papa ramasse la vaisselle avec les mouvements mécaniques d'un homme qui a quitté cette dynamique familiale il y a des années. Seules ses mains tremblantes trahissent une quelconque émotion. Maman sort un dossier de sous sa chaise et fait glisser plusieurs papiers sur la table. Nous avons décidé que l'approche la plus simple est que tu signes ça, dit-elle en tapotant un stylo sur les documents. Une procuration. De cette façon, nous pourrons gérer tous les détails financiers sans te déranger. Aider une petite sœur qui n'est pas douée avec l'argent, ajoute Sophie avec un sourire étudié. Tu as toujours été meilleur pour suivre les instructions que pour prendre des décisions. Je fixe les papiers. Mon nom apparaît partout dans le document, mais chaque avantage, chaque protection va dans leur sens. La famille prend soin de la famille, continue maman, sa voix se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que nous avons sacrifié à cause de toi, c'est le moins que tu puisses faire. Papa revient de la cuisine, les yeux baissés, et prend sa place. Le silence s'étire entre nous, épais d'attente. Vous avez raison, dis-je enfin, en attrapant le sac cadeau à côté de ma chaise. J'ai réfléchi à tout ce que vous avez dit. Maman et Sophie échangent des regards triomphants. Les épaules de papa s'affaissent encore plus. Et j'ai décidé, je continue, en plaçant le sac au centre de la table, de vous donner quelque chose de plus précieux que l'argent. Maman cligne des yeux, confuse. De quoi parles-tu ? Ouvre-le, dis-je doucement. Avec des doigts impatients, maman sort l'élégante écharpe bordeaux, sa couleur préférée, puis l'enveloppe scellée en dessous. Son nom est écrit sur le devant de ma plus belle écriture. Qu'est-ce que c'est ? demande-t-elle, mais sa voix a perdu son autorité. Mes adieux, ai-je répondu simplement, en me levant de ma chaise. Je connais la vérité maintenant, sur pourquoi vous m'appelez l'erreur, sur l'affaire que tu as manquée, surtout. La bouche de Sophie s'ouvre. Tante Marguerite, siffle-t-elle, cette fouineuse. Je vous pardonne, je continue, les mots coulant plus facilement que prévu. Et je pars, ce soir. Il n'y a plus rien à discuter. Je me tourne vers la porte, me sentant étrangement légère. Derrière moi, le bruit du papier qui se déchire alors que maman ouvre l'enveloppe. Tu ne peux pas simplement, commence Sophie. C'est déjà fait, je l'interromps, sans me retourner. Mes affaires sont parties. Mon appartement est vide. Mon nouveau travail commence la semaine prochaine. La chaise de papa racle le sol. Quand je jette un regard en arrière,
ses yeux croisent les miens directement pour la première fois depuis des années. Sois prudente, murmure-t-il. Dehors, l'air frais du soir remplit mes poumons. 30 minutes plus tard, mon téléphone vibre dans ma poche. Maman appelle déjà. Il sonnera encore, et encore. Pendant des jours, probablement. Les SMS de Sophie viendront ensuite. Maman fait une crise de nerfs. Comment as-tu pu nous faire ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je m'éloigne en voiture de la seule maison que j'ai connue, la regardant rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. À l'aéroport, je m'enregistre pour mon vol, puis j'éteins mon ancien téléphone pour la dernière fois. Demain, j'allumerai le nouveau. Demain, je me réveillerai dans mon propre logement, dans une ville où personne ne me connaît comme l'erreur de quelqu'un. Mais ce soir, je monte à bord d'un avion simplement en tant que Chloé. Pas une fille. Pas une sœur. Pas une erreur. Juste moi. 2 jours après mon départ, ma mère et ma sœur ont visité mon ancien appartement. Maman martèle la porte de mon appartement, ses jointures blanchissant à chaque coup. Derrière elle, Sophie fait les 100 pas dans le couloir étroit, le téléphone collé à l'oreille. Chloé Moreau. Ouvre cette porte tout de suite. Le propriétaire se tient à quelques mètres, les bras croisés. Mesdames, je vous l'ai dit. Elle a déménagé il y a 3 jours, a payé son dernier mois et a laissé les clés. Sophie termine son appel, la frustration crispant ses traits. Son téléphone va toujours directement sur la messagerie. Comment ça, elle a déménagé? Maman se retourne brusquement vers le propriétaire. C'est son appartement. Où serait-elle allée? Il hausse les épaules. Ce n'est pas mes affaires où vont les locataires. Mais elle avait l'air heureuse. Plus heureuse que je ne l'avais vue en 2 ans qu'elle a vécu ici. Maman le bouscule pour entrer dans l'appartement maintenant vide. Les murs beige délavés portent des rectangles où mes quelques photos étaient accrochées. Le placard est ouvert, des cintres vides se balançant comme des promesses oubliées. Ses affaires sont parties, dit Sophie, énonçant l'évidence comme elle l'a toujours fait. Maman se précipite dans la cuisine, ouvrant les tiroirs avec force. Ses relevés de compte. Elle les gardait toujours dans le tiroir de la cuisine. Le propriétaire se racle la gorge. Je dois fermer maintenant. Le nouveau locataire arrive demain. C'est une urgence familiale, rétorque maman. Votre urgence, répond-il en reprenant sa clé. Pas la mienne. Sur le parking, Sophie tape frénétiquement sur son téléphone. La banque ne veut me donner aucune information. Ils disent que je ne suis pas autorisé sur ces comptes. Le visage de maman s'assombrit d'une colère que j'ai vue d'innombrables fois. Mais pour une fois, je ne suis pas là pour l'absorber. Elle n'a pas pu aller loin. Pas avec son salaire. Appelle son travail. Plus tard dans la soirée, la voix de Sophie tremble à l'autre bout du haut-parleur de ma mère. Elle a été mutée dans une autre agence. En Bretagne. Ils n'ont rien voulu me dire de plus car je ne suis pas listé comme son contact d'urgence. La Bretagne. La voix de maman monte dans cet aigu qui m'a toujours fait tressaillir. Qui connaît-elle en Bretagne? Personne, dit mon père doucement. C'est la première chose qu'il a contribué à leur recherche effrénée. C'est probablement pour ça qu'elle a choisi cet endroit. À des centaines de kilomètres de là, je me réveille sous la lumière du soleil filtrant à travers des stores que j'ai choisis moi-même. Mon nouvel appartement est petit. Un studio avec une kitchenette et une salle de bain, à peine assez grand pour se retourner. Mais chaque centimètre carré m'appartient. Je roule sur le côté, regardant l'aube peindre les sommets visibles depuis ma fenêtre. Cette vue me coûte 70 € de plus par mois. Mais chaque matin, elle me rappelle pourquoi je suis ici. J'ai choisi ça. Je me suis choisi. Mon téléphone vibre avec une alerte de calendrier. Premier jour. Le familier frisson d'anxiété monte dans mon estomac. Mais c'est différent maintenant. De l'anticipation plutôt que de la crainte. L'agence locale ressemble presque à mon ancienne. Mais je franchis la porte les épaules droites, le pas assuré. Vous devez être Chloé. Une femme aux cheveux argentés me tend la main. Diane m'a appelé à votre sujet. Elle a dit que vous êtes l'une des meilleures avec qui elle a travaillé. Merci pour cette opportunité, je réponds. Ma voix est stable d'une manière qu'elle ne l'a jamais été pendant les dîners de famille. Au déjeuner, je marche jusqu'au café d'en face.
La barista sourit, me demandant si je veux comme d'habitude avant de réaliser que je suis nouvelle. Je commande un latte vanille sans calculer mentalement si je peux me le permettre, sans entendre la voix de ma mère énumérer tout ce que cet argent aurait pu acheter pour la famille à la place. Je prends ma première gorgée, la chaleur se répandant dans ma poitrine, et je réalise que c'est ça, le goût de la liberté. 3 mois passent dans un tourbillon de nouvelles routines et de soirées tranquilles qui n'appartiennent qu'à moi. Puis mon téléphone professionnel sonne avec un numéro inconnu. Chloé Moreau, bonjour. Un temps de silence, puis, Chloé? La voix de ma mère. Plus faible que dans mon souvenir. Dieu merci. On essaie de te joindre depuis des mois. Ma main se crispe sur le combiné. Comment as-tu eu ce numéro? Peu importe. Son ton change, se remplissant de l'urgence tremblante que je connais si bien. Ton père ne va pas bien. Son cœur. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération, et la mutuelle ne couvrira pas tout. Nous avons besoin que tu rentres à la maison. La vieille culpabilité monte comme de la bile dans ma gorge, mais quelque chose de nouveau monte avec elle, la clarté. Je suis désolé d'apprendre ça pour papa, dis-je, et je le pense, mais je ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Sa voix se durcit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je termine l'appel, la main tremblante mais résolue. Cette nuit-là, j'ouvre mes emails et trouve un message de Sophie avec pour objet, obligation familiale. À l'intérieur, des menaces voilées de recours juridiques et de lois sur l'obligation alimentaire, destinées à me faire peur pour que je revienne dans le rang. Mon téléphone sonne. Le numéro de tante Marguerite. Il prévoit de venir te voir, dit-elle sans préambule. Ta mère a trouvé ton adresse par cet ami à toi du restaurant. Il parle de venir en voiture le week-end prochain. Un froid m'envahit, mais je ne panique pas. À la place, je fais une liste. Mercredi matin me trouve assise en face de Maître Perrin, une avocate aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Ils n'ont aucun droit légal sur votre argent, confirme-t-elle après avoir entendu mon histoire. Une lettre de mise en demeure devrait suffire, mais nous pouvons demander une ordonnance restrictive si nécessaire. Cet après-midi-là, je rencontre les RH. J'ai besoin de signaler une situation de harcèlement potentiel, j'explique, exposant les faits sans émotion. Ma famille pourrait tenter de me contacter ici. La responsable des RH hoche la tête, prenant des notes. Nous prenons la sécurité des employés très au sérieux. Je vais alerter la sécurité et m'assurer que votre ligne directe soit changée. Ce soir-là, j'ai appelé tante Marguerite. Je t'aime, je lui dis, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne me cache pas. Je tiens bon. S'ils viennent ici, ils feront face à des conséquences juridiques. Un silence s'étire entre nous avant qu'elle ne dise « Tu as l'air différente ». Je suis différente. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe arrive, portant l'écriture de ma mère. À l'intérieur, je trouve une lettre tachée de larmes, pleine d'accusations et de supplications. En bas, d'une écriture que je n'ai jamais vue aussi défaite, je ne sais plus qui tu es. Je plie la lettre soigneusement et la place dans une boîte étiquetée avant. Puis j'ouvre ma fenêtre à l'air de la mer et je respire profondément. Elle a raison. Elle ne sait plus qui je suis. Moi non plus, jusqu'à maintenant. Je me réveille sous une lumière dorée filtrant à travers des rideaux que j'ai choisis moi-même. Les draps en coton doux, achetés sans calculer si je pouvais me les permettre, m'enveloppent comme une promesse tenue. Mon appartement n'est pas grand, mais chaque coin reflète un choix que j'ai fait. L'aquarelle de la mer au-dessus de mon fauteuil de lecture. La collection de plantes grasses qui prospèrent sur mon rebord de fenêtre. La bibliothèque remplie de volumes que je n'ai plus à cacher. 1 an. Le calendrier sur mon mur confirme ce que mon cœur sait déjà. 1 an depuis que j'ai quitté tout ce qui m'était familier pour cette vie qui me semble enfin la mienne. Mon téléphone vibre avec des messages d'anniversaire. Pas les reconnaissances obligatoires d'une famille qui en voulait à mon existence, mais des vœux sincères de personnes qui apprécient simplement ma compagnie. Diane du travail. Julien, qui m'a aidé à déménager. Les amis de mon cours de poterie qui ont prévu de m'emmener dîner ce soir. Hâte de te fêter, m'écrit Mélissa, mon amie la plus proche dans cette nouvelle ville. Pas d'arrière-pensée. Pas de pic subtil sur ce que je pourrais contribuer à la fête. Juste de l'affection pure et simple. Je me douche et m'habille pour le travail, choisissant un chemisier bordeaux qui aurait été jugé trop voyant dans ma vie antérieure.
Mon reflet montre une femme qui se tient droite, dont les yeux soutiennent son propre regard sans ciller. Au bureau, une petite enveloppe attend sur ma table. Félicitations pour ta promotion, dit la carte à l'intérieur, signée par tout le service. Ton souci du détail et ton initiative ont été inestimables. Mes yeux brûlent de larmes inattendues. Pas seulement pour l'augmentation de salaire qui assurera davantage mon indépendance, mais pour la reconnaissance d'une valeur qui n'a rien à voir avec ce que je peux donner. Ce soir-là, entouré d'amis dans un petit restaurant, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau que personne ne s'attendait à ce que je paie. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ouvre mon journal et j'écris « Aujourd'hui, j'ai eu 29 ans. Mon compte d'épargne a dépassé les 10 000 €, de l'argent qui est vraiment à moi. Je dors toute la nuit maintenant. Les cauchemars de dette et d'urgence familiale ont presque cessé. Ma psy dit que la guérison n'est pas linéaire, mais je sens la différence. J'apprends que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Chaque jeudi, je suis assise en face d'elle dans son bureau calme, dénouant les nœuds de mon enfance. Parfois je repars épuisée, parfois plus légère, toujours plus lucide. Tu peux reconnaître la blessure sans continuer à vivre à partir d'elle, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Ta mère t'a nommé d'après un endroit qu'elle traversait, mais tu as transformé ce nom en quelque chose qui a des racines et de la force. Le samedi, je fais du bénévolat dans un jardin partagé. Mes mains dans la terre me connectent à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui grandit et qui est vivant, comme moi. Le mois dernier, j'ai accepté une invitation à dîner de Mathieu, un comptable que j'ai rencontré au jardin. Notre conversation a coulé sans le courant sous-jacent familier de la peur. Quand il m'a interrogé sur ma famille, je lui ai dit la vérité, pas tout, mais assez. Il n'a pas fui, il a juste écouté. Le courrier apporte des rappels sporadiques de mon passé. La carte de Noël de mère est arrivée sans un mot, juste son nom signé avec emphase. Sophie envoie des SMS occasionnels sur les drames familiaux, cherchant des réponses que je ne me sens plus obligé de fournir. Les lettres de papa arrivent tous les mois, des ponts fragiles que je traverse avec des pas prudents. Je réponds par des notes brèves et gentilles qui maintiennent la distance sans cruauté. Hier a apporté quelque chose d'inattendu, une lettre de ma cousine de 19 ans, Jessica. Tante Lisa dit que tu as abandonné la famille, a-t-elle écrit. Mais quelque chose dans la façon dont il parle de toi ne sonne pas juste. J'ai 2 jobs en même temps que mes études, et maman n'arrête pas de dire que je lui dois de m'avoir élevé. Je ne sais pas quoi faire. Mes mains ont tremblé alors que je composais son numéro. Pendant 1 heure, j'ai écouté son histoire, si familière qu'elle aurait pu être la mienne. Tu n'es pas folle, je lui ai dit, et tu n'es pas seule. Plus tard, en regardant la citation encadrée sur mon mur, certains l'appellent une erreur. Je l'appelle mon commencement, je réalise quelque chose de profond. L'erreur de mon existence était devenue la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre. Ce matin, le jour de mon anniversaire, je me suis tenu à ma fenêtre en regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances de promesses. Il y a 2 ans, je ne pouvais pas imaginer cette vie. Maintenant, je ne peux pas imaginer retourner à l'ancienne. Je touche le cadre tenant ma citation préférée et je dis la vérité que j'ai finalement embrassée. La famille dans laquelle on est peut façonner notre départ, mais la famille que l'on choisit détermine notre avenir.